Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Invité sa vie. Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à la fois en ligne sur Hopin et en présentiel pour certains, pour un programme sportif que nous a connecté notre première invitée de l'année 2022. Quand nous parlons de programme sportif, il ne s'agit pas de la dynamique, mais bien du thème qui sera abordé lors de la prochaine heure par Corinne Druet, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour cette nouvelle édition. La bienvenue. Merci Corinne. Et pour éviter tout faux départ, une rapide présentation de notre invité s'impose. Titulaire du brevet fédéral de spécialiste en relations publiques, Corinne exerce la profession de conseillère en relations publiques à un niveau directorial depuis 1995. À la tête de l'agence de relations publiques Syntagme à Lausanne depuis 1996, elle bénéficie d'une expérience incontestée. Et en témoignent par exemple ses mandats auprès de PME, associations économiques et professionnelles ou encore de fondations. Au-delà de ses missions, Corinne Druet s'est spécialisée dans la gestion de l'organisation de services de presse, de manifestations sportives et culturelles. Il était donc naturel qu'elle aborde ce thème dans la conférence qui nous réunit aujourd'hui. Affiliée à la Société romande des relations publiques, SRRP, c'est aussi une intervenante de longue date auprès du SAVI. Combien d'années en fait? Chez moi, c'est marqué que tu enseignes depuis 2004 dans différentes formations et c'est à peu près juste? C'était pas beaucoup en 2004 et un peu plus à partir de 2008. Voilà. Alors, Bien assez. une très, très longue expérience comme intervenante. Merci beaucoup pour ça. Et elle occupe même la direction de la formation de spécialistes en relations publiques que nous enseignons ici au SAVI, dans notre maison. Son activité dans l'enseignement et le milieu associatif ne s'arrête d'ailleurs pas à notre école, puisqu'elle intervient ponctuellement auprès de différents instituts de formation et a été nommée en janvier 2021 présidente de la commission d'examen de PR Suisse. Félicitations. En 2020, elle publie le livre Un pionnier authentique aux éditions Slatkin, retraçant le parcours professionnel du manager sportif Mark Beaver, avec lequel elle a collaboré plus de 10 ans. Maintenant que notre invité n'a plus aucun secret pour vous, il est temps pour moi de passer le témoin et pardon et et de vous demander de réserver un accueil chaleureux à Corinne Druet. Merci beaucoup. Merci Iris. Ça s'appelle changement volant de micro. J'espère qu'on m'entend bien, comme ça. Ça va, merci. Merci à la technique de me sauver la mise, s'il y a quoi que ce soit. Je suis heureuse de vous retrouver parmi vous en présentiel, mais aussi via Internet, par écran interposé. D'autant plus pour parler de sport en cette période de Jeux olympiques. Alors, peut-être pas forcément parler de disciplines sportives d'hiver, mais ce sera plus de disciplines sportives estivales, mais quand bien même, je pense qu'on est tout à fait dans le mood. Vous allez me dire, et peut-être que certains alumni qui nous suivent vont se dire: «Ouais, mais madame Druet, elle vient nous donner des cours de rédaction, de relations médias, qu'est-ce qu'elle vient nous parler de sport?» Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, ça fait depuis quelques années, Iris vous a donné les années, mais je vous les donnerai pas en chiffres, que j'interviens dans les manifestations sportives et j'ai commencé en fait par le concours hippique international de Genève, avec lequel je travaille toujours. Et qui en fait, sans faire de mauvais jeu de mots, m'a mis le pied à l'étrier des manifestations sportives. Et vous le verrez aussi ensuite plus tard, et puis Awa m'avait aussi demandé que je parle un petit peu de comment entrer dans ce milieu fabuleux de l'événementiel sportif. Quelque chose qui peut vraiment vous apporter un plus, c'est des rencontres qui vont jalonner votre vie et votre parcours professionnel. Et là, avec le concours hippique, moi, quand je travaillais dans une agence qui avait comme client le concours hippique, ben voilà, j'étais montée une fois ou deux sur un cheval en Camargue, mais ça allait pas tellement plus loin. Et en fait, il y a un monsieur, une personne, un journaliste sportif équestre, monsieur Alban Poudret, qui a su me transmettre sa passion, qui a su me transmettre un petit peu toutes les justement, tout le piment qui fait la réussite
des manifestations équestres et puis c'est comme ça que, voilà, j'ai poursuivi dans cette voie et même si je ne suis toujours pas cavalière et que les chevaux, je les aime bien, mais de loin, j'aime pas forcément les approcher de trop près, je continue à travailler dans ce milieu-là. J'ai aussi travaillé pour le Polo Club de Vétais, pour montrer qu'on peut faire du polo en Suisse sans être le prince Charles et ses fils William et Harry. Aussi une manifestation comme Equissima sur les Hauts de Lausanne, manifestation qui malheureusement, à cause de la pandémie, n'a pas pu avoir lieu en 2020 et 2021. On croise les doigts pour cette année. L'équitation, c'est pas un sport, comment dire, prioritaire. C'est pas comme le foot, le hockey, le tennis où là, vous avez tout de suite l'intérêt médiatique qui intervient. Vous devez le susciter et donc là, pour l'équitation, j'ai dû beaucoup travailler à ce niveau-là et puis il y a d'autres disciplines sportives comme la voile qui ont vu tout le travail qui pouvait se faire pour intéresser les médias et qui ensuite m'ont demandé de travailler avec eux et notamment le bol d'or, la régate, sur le lac Léman, pour laquelle j'ai travaillé plusieurs années et plus récemment les 5 jours du Léman. Ensuite, on est venu me chercher pour travailler dans le monde du cyclisme, le cyclisme masculin, avec le Tour de Suisse, où là, le manager d'alors, que Iris a cité avant, Monsieur Marc Biver, en fait, m'a demandé d'être la chef de presse du Tour de Suisse, et ce qui a été une première. J'étais la première femme à gérer un service de presse d'un tour cycliste. Depuis, maintenant, en Europe, il y a plein d'autres dames qui sont arrivées, et c'est tant mieux, sur le marché et qui gèrent ça. Mais c'est vrai que la première année, j'avais quelques désavantages à mon actif. Déjà, j'étais une femme dans un sport d'hommes. J'étais belge. Il faut savoir que le Tour de Suisse, c'est 85 à 90% d'alémanique. Et puis j'y connaissais rien, mon vélo. Alors oui, je faisais du vélo, mais voilà, comme ça. Je suivais un petit peu les courses. Je pouvais vous dire qui était Alex Tsuley, qui était Tony Rominger, mais ça allait pas plus loin que ça. Donc la première année, c'était assez difficile. Et pour se remettre un petit peu les pieds, pour se remettre dans le bain et puis montrer que voilà, j'étais quand même capable, parce que je voulais quand même rendre l'appareil à la personne qui m'avait fait confiance. Je me suis entretenue avec un des journalistes qui était très virulent à mon égard, en lui demandant: «Mais voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des livres que tu me conseilles à lire ou est-ce que enfin, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer?» Et en fait, cette personne a été très étonnée que je fasse cette démarche-là et depuis m'a toujours soutenue. Donc, comme quoi les contacts humains, faut pas avoir peur d'aller au devant des gens. Après le Tour de Suisse, il y a eu le Tour de Romandie et puis après une équipe professionnelle de cyclisme, Astana, qui m'a demandé d'être leur chef de presse. J'y reviendrai en parlant de communication de crise. Il y a eu aussi un petit peu de foot avec, notamment, je me suis occupée du Lausanne Sport, mais les années qu'on appelle guignard, mais qui étaient quand même assez enthousiasmantes parce que à l'époque, les dirigeants se sont approchés de l'académie de Pelé au Brésil pour qu'ils fassent une même académie à Lausanne. Donc, on a accueilli Pelé ici à Lausanne. Je peux dire que j'ai rencontré la légende de foot Pelé, voilà. Ou bien Stéphane Chapuisat, qui est l'un des meilleurs joueurs de foot suisse, qui a d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, c'est le seul joueur de foot qui a remporté une Champions League en étant sur le terrain, pas sur le banc des remplaçants. On me fait oui de la tête, donc je pense que je suis juste. Et donc, il a terminé, comme il avait commencé sa carrière au Lausanne Sport, il a terminé sa carrière au Lausanne Sport. Et là aussi, l'intérêt médiatique était assez important. Et pour finir, les 20 kilomètres de Lausanne, la course à pied à travers Lausanne, où là aussi j'y reviendrai après pour vous montrer un petit peu le travail qu'on effectue avec cette course au niveau du service de presse. Je vous ai parlé au début de la présentation du fait de rencontrer des gens, d'avoir des personnalités que vous allez rencontrer comme ça sur votre parcours. Il y a une personne pour qui voilà, le contact s'est super bien passé et qu'on a on a fait de belles et de moins belles choses professionnellement ensemble. C'est Monsieur Marc Biver. Je précise, ce n'est pas Jean-Claude Biver des montres, hein, c'est son frère, Marc Biver, le manager sportif. C'est lui qui a été le premier manager de sportif en Suisse. Pour
pour les jeunes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Pirmin Surbriggen. On en a parlé hier parce que il fait partie des 4 seuls descendeurs suisses à avoir gagné une médaille olympique. On en a eu une hier avec Beat Feuz. Et Pirmin Surbriggen en 88 a eu aussi à Calgary, au JO de Calgary, a aussi obtenu la médaille d'or de descente. Et en fait, Marc Biver a été son manager. Et je crois que Pirmin a été le premier sportif aussi en Suisse à avoir un manager. Et c'était pas bien vu par l'entourage des sportifs, c'est pas bien vu par la fédération aussi. Enfin bref, et tout ça, on le raconte dans un livre que nous avons écrit ensemble avec Marc juste avant la pandémie, fin 2019, début 2020. Il est sorti en 2020. Et pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par le marketing sportif, par le sponsoring et la gestion de carrière, je ne peux que vous recommander de lire ce livre, bien sûr. Il est tout à fait actuel. Oups. Pardon. Voilà. Et donc, si jamais certaines personnes sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en ferai parvenir un avec plaisir. Rentrons maintenant un petit peu dans le vif du sujet avec les services de presse. Souvent, quand des personnes avec moi travaillent sur une manifestation, souvent ces personnes me disent: «Mais c'est incroyable tout ce qu'on fait pour les journalistes». Et en fait, c'est bien normal qu'on fasse tout ça, mais c'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Prenez l'exemple des Jeux olympiques de Pékin maintenant, il y a pas de public, s'il y a pas de médias, on ne sait pas ce qui se passe. On voit pas les médailles de bronze, les médailles d'or de nos sportifs. Donc là, les médias, c'est important de pouvoir les accueillir et de pouvoir gérer leur présence sur place. Et c'est justement le travail des services de presse. Alors, les services de presse, vous avez certainement déjà vu ce genre de photos. On la connaît mieux que bien, cette salle de presse. On se réjouit de ne plus avoir à la suivre et à suivre les conférences de presse du Conseil fédéral tous les mercredis. Ben voilà. Entre autres, dans un service de presse, c'est de mettre à disposition des tables, de l'électricité, des connexions à haut débit internet, pour que les journalistes puissent faire leur travail, leur donner la possibilité de rencontrer, voilà, en l'occurrence des conseillers fédéraux, leur poser des questions. Et au niveau sportif, ben, c'est un petit peu exactement la même chose. Seulement, on va peut-être mettre un petit peu plus de soin et être un petit peu moins rigoureux qu'une administration. Là, je vous ai pris deux photos prises lors du dernier concours hippique international de Genève, qui a eu lieu en décembre dernier, qui a pu avoir lieu. On a eu l'épée de Damoclès jusqu'à la fin, de savoir si on pouvait ou non l'organiser. On a pu l'organiser. Donc, il y a une salle de presse. Donc, c'est une salle de presse avec des chaises, des tables, de l'électricité, des connexions Wi-Fi, des câbles. Pour haut débit pour les photographes. À Genève, en général, on accueille 200 à 220 journalistes. Avec la pandémie et puis les restrictions, les journalistes, je dirais, outre Europe, extra-Europe, ne sont pas venus, en fait. Donc on en a eu un peu moins. On a eu quand même 120 journalistes à gérer. Donc on les a gérés dans cette salle. Moi, j'aime bien aussi, comme je vous ai dit, hein, avoir un aspect aussi un peu plus convivial. Le concours hippique, c'est 4 jours. Donc, on va vivre pendant 4 jours de façon assez intense. Ben, ayons aussi à l'esprit cet aspect convivial pour que les gens aient aussi, les journalistes puissent se restaurer, boire et autres, lire les journaux de la presse entière. Et en fait, là, en bas, vous voyez, en bas de l'écran, ben, c'est la salle de presse avec les différents journalistes qui étaient là pendant ces 4 jours. Ces 4 jours, c'est des horaires assez intenses. Ça commence, si on suit toutes les épreuves, c'est de 8 heures du matin à minuit le soir. Donc, c'est aussi un stress à gérer le stress des journalistes qui tout d'un coup doivent rendre leurs papiers ou envoyer leurs photos et tout ça. C'est au service de presse à gérer la situation, faire en sorte que les journalistes puissent avoir accès aux résultats, aux commentaires des cavaliers le plus rapidement possible. Parce que justement, vous avez aussi des interviews qui sont réalisées. Sur la photo de gauche, vous avez notre directrice qui est interviewée par l'émission de la RTS Couleur locale, c'est le journal régional, avec un réalisateur, une journaliste, un preneur de son
et un caméraman. C'est 4 personnes à gérer qui voulaient avoir cette interview. Alors là, l'interview est OK, il n'y avait pas de souci de pouvoir la faire, mais ils voulaient la faire un peu dans le contexte de l'équitation, donc voir des chevaux derrière qui galopaient. Seulement là, ils sont juste devant la piste, mais quand les chevaux viennent sur la piste, c'est qu'ils sont en compétition. Il y a le speaker qui parle aussi. Donc voilà, à chaque fois, trouver des solutions pour que chacun y trouve son compte et que les journalistes puissent faire leur travail convenablement. C'est aussi organiser des conférences de presse, notamment là, c'est la conférence de presse après le Grand Prix gagné par un cavalier suisse, où on faisait aussi le bilan de la manifestation. Le monsieur qui tient le micro, c'est justement ce fameux monsieur Alban Poudret dont je vous parlais avant, qui est une personne qui vraiment grâce à qui je suis aussi active dans le milieu de l'équitation. Et puis en face, les journalistes, caméra et presse écrite, qui sont là, qui posent des questions. Ces conférences de presse, on les fait en 2 langues, en français et en anglais. Avant, on les faisait même carrément en 3 langues, avec l'allemand aussi. On s'est rendu compte que ça ralentissait le rythme de la conférence de presse, que souvent les journalistes ont des délais de rédaction à respecter. Donc c'est pour ça que maintenant on ne traduit plus que soit en français, soit en anglais les propos des cavaliers. Mais tout ça, c'est à gérer par le service de presse. Outre ceci, il y a bien évidemment beaucoup de rédaction de communiqués de presse, des fois des communiqués de presse à écrire dans l'urgence. Donc ça veut dire savoir gérer aussi tout cet aspect-là. Gérer aussi les demandes d'interview qui se font, qui peuvent se faire. Avec l'équitation, maintenant ça va mieux, mais il fut un temps où les journalistes ne se précipitaient pas pour faire des interviews ou pour organiser des rencontres avec des cavaliers ou avec des organisateurs. Donc il y avait un grand travail de relance téléphonique à faire auprès des journalistes pour savoir si le sujet tel et tel pouvait les intéresser. Et donc ça fait aussi partie en amont de la manifestation, bien évidemment, mais ça fait partie du service de presse. C'est clair que une discipline comme le foot, vous n'avez pas besoin de relancer les journalistes, ils viennent tout seuls vers vous. Donc, je vais prendre l'exemple du concours hippique international de Genève parce que je le connais bien et puis ça peut vous donner vraiment une idée de ce qu'est un service de presse. Donc c'est une manifestation avec 41 000 spectateurs en 4 jours. Normalement, on en a un petit peu plus, mais en décembre, voilà, avec le Covid, on était restreint à ce nombre-là. Les meilleurs cavaliers de la planète sont présents à Genève. C'est une manifestation qui a été élue par le public et par les cavaliers 10 fois comme numéro 1 mondial. Donc, c'est vraiment une manifestation, je dirais, de haut niveau. Comme je le disais avant aussi, l'équitation est un sport moins attractif. D'ailleurs, les médias le disent, c'est un sport, une discipline secondaire par rapport à du foot, à du hockey ou du tennis. C'est une manifestation payante. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une billetterie. Si on veut aller assister à la manifestation, il faut acheter son billet. Et donc ça, en termes de communication, ça met aussi une pression supplémentaire. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on obtienne régulièrement des papiers dans les journaux pour que les gens disent « Ah ouais, il y a le concours hippique au mois de décembre, il ne faut pas que j'oublie de prendre mon billet. » et comme ça. À contrario d'une manifestation gratuite comme un Tour de Suisse, un Tour de Romandie, où là, les organisateurs, ils font leur budget avec les sponsors qui sont présents, mais ils n'ont pas de billetterie à disposition. Donc ça, cet aspect de billetterie est aussi assez important. C'est une manifestation qui a lieu juste avant Noël. Alors, ça a des défauts comme des avantages. Le défaut, c'est que les gens se disent je vais pas aller à une manifestation juste avant Noël, j'ai pas le budget pour, il y a les cadeaux, les fêtes, comme ça. Puis de l'autre côté, il y a aussi mais je vais faire comme cadeau à ma petite nièce ou à mon neveu ou à ma petite fille un billet au concours pour qu'ils puissent assister à la manifestation. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à savoir. Et puis, c'est une manifestation qui fait partie d'un grand chelem. Comme vous avez le grand chelem en tennis, en équitation, vous avez aussi le grand chelem. Genève fait partie. Les 4 autres sont Calgary au Canada, Aix-la-Chapelle en Allemagne et Bois-le-Duc en Allemagne. Concrètement, au niveau du concours hippique, c'est que
ce que doit faire en fait le service de presse, ben, bien évidemment, c'est transmettre régulièrement des informations intéressantes et qui bien concrètes, qui apportent quelque chose par rapport à la manifestation. Il y a un travail aussi maintenant de plus en plus étroit avec les réseaux sociaux qui se font. Il faut savoir que la communauté équestre sur les réseaux sociaux est assez importante. Je suis assez épatée de voir le nombre de followers, que ce soit sur nos chaînes YouTube ou nos chaînes où on fait du streaming pendant la manifestation, que les comptes Instagram et Facebook. C'est assez épatant. Donc, il y a aussi un gros travail qui se fait là avec les réseaux sociaux. On organise aussi un lunch de presse avec les journalistes, on va dire, fidèles de la manifestation, ceux qui nous suivent depuis longtemps et qui couvrent la manifestation. Là, on n'attend pas de papier, d'article le lendemain ou d'interview. Parfois, ça se fait, mais on le souhaite pas vraiment. C'est plutôt pour resserrer les liens et puis dire, ben voilà, vous nous connaissez bien maintenant, donc si vous avez des questions, si vous voulez interviewer quelqu'un, ben vous nous appelez sans autre. Et puis, une conférence de presse qu'on organise sous forme de table ronde où on invite des cavaliers. Et puis c'est une discussion à bâton rompu en fait avec les cavaliers. Ça fait un peu moins officiel que on se trouve derrière des tables et puis on annonce les cavaliers qui seront présents. Non, là on essaie d'organiser ça sous forme vraiment de discussion. Comme je le disais avant, on a au concours hippique, on a en général plus de 200 journalistes. Là, l'année passée, c'était plutôt une bonne centaine. Donc, c'est gérer toutes les accréditations, leur trouver et leur proposer des hôtels pas très chers. Alors ça, c'est une gageure à Genève de trouver des hôtels pas très chers. Mais donc voilà, tout ça fait partie du travail du service de presse et puis de gérer aussi les demandes un peu particulières ou les demandes d'interview des journalistes. Je vous raconte juste une anecdote qui s'est passée en décembre dernier. Parmi les cavalières présentes et qui concouraient comme professionnelles, donc, il y a une cavalière américaine, mais qui est basée ici en Europe, qui s'appelle Jessica Springsteen, qui, comme son nom l'indique, est la fille du boss de Bruce Springsteen. L'Illustré, sachant qu'elle venait à Genève, sachant aussi que l'Illustré est le journal, on va dire, People de Suisse romande, s'est dit, super, on a un article, on a un sujet, un thème d'article, donc on veut une interview de Jessica Springsteen. Donc ils me contactent, voilà ce qu'ils veulent faire, avec photos et tout, et puis il faut savoir aussi que l'Illustré, quand ils viennent faire des photos, ils construisent tout un petit studio et autres, puis alors, donc tout de suite là, on leur a dit à cause du Covid et puis des restrictions et autres, le studio ça va pas être possible. Par contre, on va essayer de demander à Jessica pour une interview. Il faut voir que c'est pas Jessica elle seule qui décide. Elle a tout un team de communication derrière elle, qui est le team de communication aussi de son papa et de toute la famille et du nom Springsteen. Donc ce qui fait qu'on lui pose la question, elle nous dit: «OK, j'aimerais connaître les questions d'abord et puis après je verrai si j'y réponds». Donc j'ai demandé les questions à la journaliste. Alors des questions assez sympas sur le cheval, mais aussi des questions un petit peu plomb-plomb du style oui, est-ce que quand vous vous entraînez, vous écoutez la musique de votre papa? Enfin, bon, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on transmet les questions à Jessica, qui nous dit d'abord, elles sont bizarres ces questions. Je dis bon, ok, mais est-ce que vous êtes d'accord de répondre? Elle nous a laissé un petit peu comment dire, attendre. Et puis moi, j'avais tous les jours la journaliste de l'Illustré qui m'appelait. Alors, on en est où avec l'interview? On la fait pas et tout ça. Et après, j'ai eu comme première réponse, OK, je réponds mais par écrit aux questions, donc pas d'interaction avec la journaliste possible. Et puis après, finalement, une fois qu'elle était arrivée à Genève, elle a dit: «Écoutez, je vais me concentrer sur mes courses, sur mes compétitions, donc je ne donne aucune interview». J'ai dû aussi annuler d'autres interviews, d'autres médias, notamment le Matin Dimanche, qui voulait aussi une interview. Donc, j'annonce ça à la journaliste de l'Illustré, qui était pas, bien évidemment, je peux bien la comprendre, pas très contente. Ce que je lui ai proposé, j'ai dit: «Écoutez, vous venez à Genève au concours, vous pouvez être autour du paddock d'entraînement parce que là, la cavalière, elle va s'entraîner, elle va s'échauffer avant d'entrer en piste. Donc, elle s'échauffera, puis là, ben, peut-être que vous arrivez à juste avoir un échange, avec elle». Mais c'est ce qui s'est passé. La journaliste a été très correcte. Elle dit: «Hello, on vous a envoyé des photos, on vous a envoyé nos questions, mais j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut se parler?» Et puis là, très sympa, Jessica, elle dit: «Bonjour, oui, tout va bien, mais écoutez, non, je donne aucune interview et puis là, je dois me concentrer parce que j'ai une épreuve qui m'attend».
Et puis elle est repartie avec à cheval dans les écuries. Et là, je ne sais pas comment il a réussi à faire, mais le photographe qui accompagnait la journaliste, le photographe illustré, a réussi à se faufiler dans les écuries, alors que les écuries sont fermées et interdites au public et aux médias. Et il a réussi à faire 2-3 photos, et surtout Jessica a accepté, a laissé faire, et 2-3 photos de Jessica dans son box avec son cheval juste avant la compétition. Alors moi, en tant que chef de presse, enfin attachée de presse, là d'un côté, je me dis bon, ben l'illustré a ce qu'il fallait, a la matière pour son papier. La Schweitzer Illustriert a repris l'article, une photo de Jessica a même paru dans Coopération. Donc en termes de diffusion, ça a été assez bon. Par contre, de l'autre côté, j'étais pas du tout contente parce que ça veut dire que notre système de sécurité a un peu failli parce qu'ils ont laissé passer le journaliste. Mais voilà, ils sont malins, hein, donc c'est aussi le propre de leur métier de pouvoir avoir la bonne photo au bon moment, et des fois, ils outrepassent ce qu'ils ont le droit de faire ou non. Voilà, ça n'a pas prêté conséquence. Sur les photos, Jessica est très souriante, donc je pense pas qu'elle était, elle était fâchée qu'elle ait été comme ça capturée. Mais voilà, ce qu'il faut gérer aussi comme demande d'interview aussi parfois un petit peu particulière. Et puis, vous avez vu aussi avant l'organisation de conférences de presse. Mais il y a un élément aussi qui est très important, c'est le succès des cavaliers suisses, en l'occurrence là pour le concours hippique. Mais plus un sportif suisse va avoir de succès, plus l'intérêt médiatique va être grand. Vous prenez l'exemple de l'Open d'Australie. Est-ce que vous avez suivi les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales? On a peut-être suivi la finale parce qu'elle était belle en 5-7, mais autrement, il n'y a plus Federer, il n'y a plus Wawrinka, Bencic, elle s'est fait éliminer au premier tour. Voilà, l'intérêt, il diminue. C'est exactement la même chose. Là, à Genève, l'année passée, on a eu seulement sur toutes les compétitions, on a eu seulement 2 victoires suisses. Autrement, toutes les autres grosses compétitions ont été gagnées par des cavaliers étrangers, ce qui est très bien aussi. Ça montre comme ça le niveau international de la manifestation. Mais en termes d'intérêt médiatique, je ne saurais que remercier Martin Fuchs, là, que vous voyez sur la photo, qui a remporté le Grand Prix le dimanche. Et grâce à lui, en fait, le lendemain, j'ai eu une centaine de coupures de presse dans les médias, alors que si ça avait été un cavalier tout aussi doué, hein, mais d'une autre nationalité, ça aurait été diminué par 2, voire par 3. Voilà pour l'exemple du concours hippique international de Genève. Je voulais aussi vous parler d'un sport peut-être un petit peu plus populaire, parce que vous allez me dire, ouais, l'équitation, c'est très élitaire et tout ça. Venez à Genève, vous verrez que c'est pas du tout élitaire. Il y a des aulas, des fans clubs et autres. Mais enfin bref, c'est une autre question. Ça n'a plus rien à voir avec le service de presse. Mais voilà, la course des 20 km, je trouvais que c'était aussi intéressant de vous la présenter parce que c'est un petit peu différent. Donc c'est une course populaire qui a lieu sur 2 jours, le samedi pour les enfants et le dimanche pour l'élite, ou pour ceux qui vont faire des parcours un peu plus grands, plus imposants, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a 2, 4, 5, 10 et le summum, les 20 km. Donc qui partent de Vidi, qui montent jusqu'à la cathédrale et puis qui redescendent aussi. Donc, comme je disais, une course populaire où monsieur et madame, tout le monde peuvent s'y inscrire. Peut-être qu'il y a même parmi vous, derrière vos écrans, certains qui ont participé aux 20 km. D'ailleurs, si vous souhaitez y participer cette année, sachez que les inscriptions sont ouvertes depuis la semaine dernière, que normalement, on touche du bois, ça devrait avoir lieu sans restriction covidienne les 7 et 8 mai prochains. Donc voilà. Donc c'est une course populaire où tout le monde peut s'inscrire, mais il y a aussi une élite avec des professionnels. Alors souvent, il y a des Suisses, bien sûr, mais il y a souvent soit des Kenyans, des Éthiopiens qui sont en fait des athlètes dans les nations vraiment survolent la discipline. Euh, beaucoup de monde parce que quand c'est la journée des enfants, les parents viennent aussi sur le site, donc ça fait un monde pas possible sur place. Il y a aussi une forte concurrence parce que la course à pied, c'est voilà, tout le monde peut faire. On n'a même pas besoin d'un ballon comme on pourrait pour le foot. On a besoin d'un ballon et puis de 2 buts. Là, pour la course à pied, on a besoin de basket et puis c'est bon. Donc tout le monde peut pratiquer ce sport-là. Et donc il y a beaucoup aussi de manifestations qui ont lieu. Donc
moi, je pars de l'avis qu'il y a de la place pour tout le monde, mais simplement, en tant qu'organisateur, on doit être conscient de cet aspect-là. Et puis, c'est une manifestation qui a lieu dans les rues de Lausanne. Maintenant, les courses élites qui montent justement jusqu'à la cathédrale se font le dimanche, parce que comme ça, il y a un peu moins de trafic et on essaie de gêner le moins possible ainsi les riverains. Au niveau du travail du service de presse, ben, ça ressemble quand même un peu au concours hippique. La conférence de presse, là, on organise une conférence de presse, mais qui est ultra locale pour les médias vraiment locaux. Et on essaie de l'organiser à chaque fois dans un lieu un peu original. On l'a organisé une fois dans un abri atomique. Parce que c'est là qu'a lieu se passe le PC de course en cas de catastrophe, parce que toute manifestation doit pouvoir gérer une catastrophe. On l'a organisé une fois dans un jardin d'enfants où tout le monde devait être en chaussettes. Alors, on avait le président du comité d'organisation en chaussettes, les journalistes en chaussettes. C'était très rigolo. Pourquoi dans une garderie, vous allez me dire? C'est parce qu'il y a quelques années, on mettait à disposition une garderie pour les participants aux 20 kilomètres qui venaient avec leurs jeunes enfants et qui pouvaient les mettre dans la garderie. Les médias, faut pas se leurrer, ils sont surtout intéressés par les courses élites. Il y aura peut-être 24 heures qui fera peut-être des focus sur les jeunes ou sur s'il y a une jolie petite histoire à raconter avec un papa qui court avec tous ses enfants, enfin voilà. Ça, ce sera plutôt style 24 heures, mais autrement les autres journaux généralistes, eux, ils vont plutôt s'attarder à suivre les courses élites. Et puis étonnamment, c'est en fait une manifestation qui est beaucoup plus visuelle et qu'il y a assez peu de journalistes de la presse écrite qui viennent, mais c'est beaucoup de photographes, de caméras. La RTS nous suit toujours, la manifestation aussi retransmise en direct sur la télé. Mais donc, ce qui veut dire que là, on doit prévoir des motos pour que les photographes en priorité, mais les journalistes qui le souhaitent peuvent le faire aussi, puissent suivre la course sur une moto, être à la tête de course pour voir en fait s'il y a une défaillance, assister à la défaillance, pouvoir prendre juste shooter au moment où l'athlète se fait dépasser par son concurrent principal. Et puis, bien évidemment, la rédaction de communiqués de presse, hein, ça change pas, comme pour toute manifestation sportive. Si pour le concours hippique, le succès des cavaliers suisses est important, ici, pour les 20 kilomètres de Lausanne, je dirais le plus important, c'est d'obtenir un succès populaire, c'est-à-dire une influence et une participation importante et conséquente que ce soit des enfants, mais que ce soit aussi les courses des 5, 10 et 20 kilomètres. Et là, vous avez sur la photo de droite une des courses des enfants qui est toujours très, très suivie, autant sur la route avec les enfants qu'au bord des routes avec les parents et grands-parents qui encouragent leurs enfants. Voilà pour les 2 exemples que je voulais vous montrer en tant que travail de service de presse. Après, il y a un autre aspect qui fait partie aussi du travail de service de presse, c'est la gestion de crise en termes de communication. Alors là, je vous ai pris un exemple d'un cas de crise qui date d'il y a quelques années, mais qui peut être tout à fait actuel encore aujourd'hui. Vous prenez une grande manifestation, comme le Tour de France. Il faut savoir que le Tour de France est la 3e plus grosse manifestation sportive au monde après les Jeux olympiques et la coupe du monde de foot. Il y a environ 2 à 3 000 journalistes qui suivent le Tour de France chaque année et parfois même des journalistes qui ne connaissent rien au cyclisme, mais parce qu'ils savent qu'au Tour de France, il va se passer des choses tant sportives qu'extra-sportives. Après, vous prenez une équipe cycliste, Astana Cycling Team, qui est une équipe à financement kazakh, donc qui vient du Kazakhstan et qui a été créée sur les bases d'une équipe, on va dire, sulfureuse, qui a eu une fin un peu sulfureuse en raison justement de cas de dopage. Et puis, vous mélangez encore tout ça avec un 3e larron, en l'occurrence le cycliste Alexandre Vinokourov, qui avait de façon très arrogante dit en début de saison: moi je suis là pour gagner le Tour de France. Alors c'est clair, un cycliste ou un sportif quel qu'il soit, il doit se mettre des objectifs, hein, il doit montrer son ambition. Après il y a la façon et la manière, hein, de le présenter. Là, elle l'avait dit vraiment de façon très, très arrogante, en plus avec l'équipe dont il venait aussi avant un petit peu sulfureuse, pour avoir travaillé avec cette équipe justement à ce moment-là, du début à la fin, c'était un peu, voilà,
limite l'explosion. Et explosion, il y a eu. Parce que tous les 3 premiers de chaque classement d'étape, ainsi que certains cyclistes tirés au sort, sont pris pour le contrôle antidopage. Donc, ils doivent se soumettre et passer ce contrôle antidopage. Et on a le résultat du contrôle, bien sûr, quelques jours après, 3-4 jours après. Et 3-4 jours après un contrôle que Vinokourov a dû subir, c'était pendant le jour de repos de la semaine suivante. Tout d'un coup, il y a les commissaires UCI, c'est en fait les arbitres, sans eux, le Tour de France ne peut pas avoir lieu, qui sont venus vers nous, vers le manager de l'époque, donc Marc Biver, et puis nous annoncer voilà, que Vinokourov était convaincu de dopage, que son contrôle avait été testé positif. Donc, on demande mais sous quelle forme et en fait, on apprend que c'est l'autotransfusion sanguine. C'est-à-dire que Vino s'est mis du sang de son même groupe, mais avec un taux d'hématocrite plus élevé, comme ça, lui permettant d'être plus performant encore sur la longueur et sur la durée. Les 2 médecins de l'équipe n'en revenaient pas parce qu'ils connaissaient bien évidemment cette façon de faire, mais c'est très dangereux aussi pour la santé. Donc eux n'en revenaient pas, le manager encore moins. Et puis moi, tout d'un coup, j'avais des appels de journalistes qui me disaient: «Écoutez, on a appris qu'il y avait un coureur, kazakh qui était convaincu de dopage. Vous pouvez confirmer?» Puis j'étais là, je me dis: «Mais c'est faux!» Enfin moi, j'étais même pas encore au courant que j'avais déjà les téléphones. Et puis ensuite, on se réunit dans une chambre, on appelle Vinokourov pour qu'il vienne s'expliquer. Et là, il nous a dit 2 choses. Alors, après je peux, c'est véridique. Après on a fait, nous, semblant de pas avoir écouté ou de pas avoir entendu plutôt. Mais la première chose qu'il nous a dit, c'est: «On donne une mallette au commissaire UCI». Je vous laisse imaginer ce qu'il y avait dans la mallette, hein, quelques petits dollars, quelques milliers de petits dollars. Et puis par rapport aux journalistes qui me rappelaient toujours, il me disait: «Corinne, tu achètes le journaliste». Donc on a fait semblant de ne pas avoir entendu, qu'on avait rêvé ça, parce que voilà. Puis après, donc voilà, depuis ce moment-là, communication de crise permanente. C'est un véritable tsunami qui vous arrive sur la figure. Hem, Lui, Vinokourov, quand on lui dit: «Mais écoute, on va attendre le contrôle B», parce qu'il y a toujours un deuxième contrôle pour voir si le laboratoire s'est pas trompé, mais en général, le contrôle B confirme le contrôle A, mais bref, en disant: «Maintenant, toi, de toute façon, tu es exclu du Tour de France et puis nous, l'équipe, on se retire parce qu'on n'est plus du tout crédible. L'équipe est plus du tout crédible de rester sur le Tour de France». Vinokourov, lui, ben, OK, voulait d'abord partir, mais il a vu que devant l'hôtel, tout ça se passait au sein de l'hôtel de l'équipe et que les journalistes commençaient à rentrer, ou à arriver. Donc il a carrément sauté par sa fenêtre et puis, moi depuis là, je ne l'ai plus jamais revu. Donc une fuite, un petit peu rocambolesque. Ensuite, j'ai appris que le journaliste qui m'appelait tout le temps, en fait, il a été informé par le président de l'UCI. Donc merci, la communication de la présidence de l'UCI, là, je ne ferai pas plus de commentaires. En termes de communication, bah, c'était de dire: «OK, on a tout de suite aussi averti les organisateurs du Tour de France pour leur dire: "Ben, voilà ce qui se passe. On est complètement sonnés, mais on va aussi se retirer du Tour de France parce qu'on n'est pas crédible, on peut pas continuer." Les organisateurs, Prud'homme & Co, ils étaient contents qu'ils aient pas à nous demander de quitter le Tour. Donc ils nous ont remerciés pour ça, mais le mal était fait et ça dégrade aussi l'image du Tour de France. Donc nous, on était vraiment navrés pour ça. Et donc on s'est dit: «OK, on va gérer, la communication en informant les médias, en envoyant un communiqué de presse». Donc très difficile à rédiger le communiqué parce que sans cesse mon téléphone portable sonnait, et j'avais pas envie de me mettre en fonction avion. Alors chaque fois j'étais là: «Je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle», mais bon, c'était assez pénible et ensuite on a convoqué une conférence de presse, je vous en parlerai, après. Heureusement à l'époque, parce que ça date d'il y a quelques années, comme je vous ai dit, de 2007. Depuis, Vinokourov est devenu, champion olympique, à Londres en 2012, et puis maintenant il est manager de l'équipe Astana. Mais bon, il s'est fait virer l'année passée, il essaye de revenir par la petite porte, enfin par la fenêtre, on va dire, ça c'est son problème. Mais à l'époque, les réseaux sociaux, c'était très
Facebook, Instagram, ça, on balbutiait encore. Par contre, il y avait les forums. Alors, je ne sais pas si certains ont connu les forums sur les sites web. Et là, alors, un déferlement de haine, d'agressivité. Donc, j'étais seule à modérer, à m'occuper de la presse et à modérer le forum, ce qui fait qu'on a décidé de le fermer parce que c'était juste plus possible. Et puis après, il faut savoir qu'en France, détenir des produits dopants est poursuivi pénalement. C'est une loi qui le veut comme ça. Donc, ce qui fait que la police est arrivée. Il y a une descente de police avec fouille des chambres, interrogatoire. Alors moi, j'ai pas eu droit à l'interrogatoire. J'ai eu, par contre, ma chambre qui était fouillée de fond en comble. Et là, je me disais, waouh, je sais pas où je suis, mais j'essaie de me pincer parce que pour moi, j'étais dans comment dire, une mauvaise série policière. Je me dis, mais c'est quand que ça va finir, quoi, parce que c'est plus possible. Comme je vous ai dit, on a organisé une conférence de presse qui était une conférence de presse que j'appelle dantesque. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc au centre, le manager, Marc Biver, je l'ai pris de face et de dos, où on pensait qu'en le mettant comme ça, les journalistes allaient bien se mettre gentiment devant Randonnion. Tu parles, Charles, ça a été vraiment le pot de miel et puis les abeilles qui sont venues s'agglutiner autour de lui. Il y avait énormément d'agressivité. On me voit derrière, là où j'essayais de laisser un peu d'espace pour qu'ils puissent respirer un petit peu. Les journalistes très agressifs, comme si c'était de notre faute. Alors oui, bien sûr, on a notre part enfin l'équipe, la direction avait sa part de responsabilité de pas avoir vu ça. Et puis après la question, et puis même après des semaines après, on m'a dit mais Corinne, mais t'étais au courant. Si toi t'étais pas au courant, le manager Biver, il était au courant. Et on peut vous assurer que non, on n'était pas au courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où il y a eu le contrôle antidopage positif de Vino, est arrivé son papa. Son papa, le papa à Vino, c'est un petit monsieur tout simple qui doit être agriculteur, qui n'en revient pas voilà, que son fils soit au firmament. Il faut savoir qu'au Kazakhstan, Vinokourov est considéré comme Federer chez nous en Suisse, hein, donc c'est the star. Et donc son père est arrivé, mais il est arrivé entouré de 2 sbires kazakhs où je peux vous assurer, ils auraient reçu l'Oscar des meilleurs acteurs dans un film de policier ou un film d'épouvante, quoi. 2 gars, mais vraiment moi j'avais peur quand je les voyais parce que et tout d'un coup, ils étaient là, ils étaient dans l'équipe, ils avaient une chambre à l'hôtel où était logée l'équipe. Enfin, on comprenait pas. Alors, je peux rien dire, je peux rien affirmer parce que j'ai pas la preuve matérielle, puis j'ai pas envie d'avoir un contrat du Kazakhstan sur la tête, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce que ces 2 sbires venaient? Alors ils venaient pour accompagner le papa de Vino, j'y crois qu'à moitié. Mais bon, j'aurai jamais la réponse, mais pour vous dire que nous, on n'était pas du tout informés de cela dans l'équipe. Alors, on savait bien, mais que voilà, le dopage est un sujet malheureusement récurrent dans une équipe, et puis qu'un sportif qui a tellement la volonté de gagner, mais aussi peut-être avec d'autres valeurs que des valeurs, les valeurs de Coubertin, par exemple, ben est prêt à faire n'importe quoi. Pour moi, là, apparemment, je pense qu'il a un petit peu pété les plombs et il avait un entourage qui a fait en sorte de l'aider. Depuis lors, je ne travaille plus du tout dans le vélo. J'ai apprécié ce que j'ai fait dans le vélo, mais toutes les valeurs d'honnêteté, de loyauté, de solidarité ont été complètement bafouées. J'ai mis d'ailleurs 2 ans à pouvoir regarder à nouveau une course cycliste ou à me rendre sur le Tour de Romandie pour voir passer les coureurs, quoi. J'ai vu des choses vraiment, voilà, qui m'ont pas plu, qui me conviennent pas. Faut pas jeter tout l'eau du bain avec le bébé avec, hein. Il y a plein de coureurs qui sont clean et qui malheureusement pâtissent de cette situation. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose et je crois encore, qui existe. Une autre crise, en fait, qui peut être, qui nous touche actuellement, c'est la pandémie. Et la pandémie, c'est, je dirais même plus une crise, parce que maintenant, ça va faire 2 ans qu'on l'a subie. Une crise, en général, c'est très fort pendant un moment, puis après, ça s'estompe.
une crise par rapport au dopage, mais vous prenez le Lausanne Sport, actuellement, ils sont en super crise, quoi. Ils sont presque en relégation, ils arrivent pas à gagner, ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris un entraîneur qui connaît pas du tout le championnat suisse, donc on sait pas ce que ça va donner. Les supporters sont super mécontents contre le directeur sportif qui a fait un mercato apparemment pas forcément fructueux. Ça aussi, c'est une situation de crise. Mais si les joueurs s'en sortent bien et puis qu'ils arrivent enfin à gagner des matchs, ben, c'est une crise qui va s'estomper. Là, la pandémie, ça fait quand même 2 ans qu'on l'a subie, hein, et on ne voit pas le bout. Alors, il y aurait normalement des annonces au 17 février aussi pour les manifestations, que normalement, elles n'auraient plus besoin de demander l'autorisation aux autorités d'avoir lieu. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous avez une manifestation dont le conseiller d'État ou la conseillère d'État en charge de la santé vous dit ben non, c'est fini, vous pouvez pas faire la manifestation. Nous, avec le concours hippique de Genève en décembre dernier, on était comme ça. Le jour d'avant les annonces du début décembre du Conseil fédéral, on s'est dit mais on arrête. Est-ce qu'on va devoir tout arrêter alors que les infrastructures avaient déjà commencé à être construites parce que Palexpo c'est une coquille vide, hein, faut tout monter à l'intérieur. Donc voilà, il y a eu quelques nuits, on n'a pas beaucoup, pas beaucoup et pas bien dormi, en effet. Et même pendant la manifestation, Monsieur Poggia, le conseiller d'État en charge de la santé à Genève, pouvait nous dire du jour au lendemain, OK, c'est fini, vous arrêtez, on arrête là. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec les Bâlois. À Bâle, à mi-janvier, il devait y avoir un concours hippique. Ils avaient tout un protocole sanitaire qui correspondait à celui qu'on a eu, nous, à Genève. Et tout d'un coup, le gouvernement bâlois, c'était Bâle Campagne, leur a dit bah non, c'est fini, vous ne faites pas votre manifestation, même pas en huis clos. Donc c'est fini, pas de manif. Et, alors qu'ils avaient déjà commencé à construire les paddocks, à amener le sable pour l'entraînement, enfin bref. Donc voilà, on pourra avoir des aides, et ça c'est souvent oui, on vous contactera plus tard. Donc c'est particulier. On nous a demandé de nous réinventer, de savoir nous adapter ou autre. Alors oui, c'est vrai, on peut le faire un petit peu. Là, je vous ai pris l'exemple, la course Sierzinal qui normalement se fait sur 1 ou 2 jours. Ben là, elle s'est faite sur 1 mois entier pour comme ça éviter l'afflux de personnes au départ, sur le parcours et à l'arrivée. Alors c'est ce qui s'est fait. Moi d'ailleurs, j'étais pendant ce mois-ci à Saint-Luc en train de me promener, puis on voyait des coureurs comme ça, où on se disait: «Ah ben ceux-là, ils avaient leur dossard». Donc on disait: «Ah ben ceux-là, ils font Sierzinal». Mais ça a plus la même ferveur que la course en tant que telle. Les 20 kills de Lausanne, c'est la même chose. Ils ont fait, au lieu de faire sur 2 jours, ils l'ont fait sur 6 jours, 2 week-ends et 2 mercredis, pour essayer de diluer. Et en plus, ils sont pas montés en ville, ils sont restés tout le long du lac. Donc voilà, ça change, on essaye comme ça d'être présent. Pour le concours hippique de Genève, ben, c'était un peu plus, puisqu'il n'a pas eu lieu en 2020, c'était un petit peu plus difficile parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, ben, prenez votre cheval et puis sortez des obstacles. Donc pour essayer d'occuper le terrain pendant la manifestation, pendant les journées où aurait dû avoir lieu la manifestation, en fait, on a organisé des émissions télévisées, on a investi un petit studio de TV. On a fait des émissions qui s'appellent Warm Up et puis qui étaient diffusées sur nos réseaux sociaux, avec des interviews en visioconférence en live avec les cavaliers. Il faut savoir que les cavaliers, eux, ils étaient aussi un petit peu au chômage, hein, puisqu'ils ne pouvaient pas venir à Genève, puis qu'aucun autre concours n'avait lieu, ben, ils étaient chez eux à la maison. Donc on n'avait pas seulement des cavaliers suisses, mais aussi des cavaliers internationaux qui ont joué le jeu. C'était très sympa. Il y a eu beaucoup d'interactions, des concours. Et comme je vous disais avant, la communauté équestre sur les réseaux sociaux est assez importante. Donc là, il y a eu un bon suivi. Alors voilà, c'était la façon du concours, pour le concours hippique, d'occuper le terrain, d'être présent, de se réinventer, même si ben voilà, ça n'avait rien à voir avec un événement sportif. Pour terminer, Hawa m'avait demandé aussi de parler un petit peu de l'aspect, voilà, moi j'aimerais travailler dans le monde de l'événementiel. Donc il faut savoir que c'est un milieu qui est en crise, qui l'est actuellement, mais qui va l'être encore quelques années. Aujourd'hui, je lisais dans Comin Mag de Victoria Marchand, qui a été une invitée du SAVI, une étude qui a été faite l'année passée sur le monde de l'événementiel, où en Suisse, on a environ 1 millier
d'entreprises qui ne travaillent que dans l'événementiel, qui occupent environ un peu moins 18 000 à 19 000 salariés. Et puis autrement, qui travaillent avec 40 000 freelance, c'est-à-dire des mandataires, un petit peu comme je le fais avec les différentes manifestations. Et toutes ces personnes ont été impactées parce qu'elles n'ont pas pu travailler, en tout cas en 2020, voire en 2021 aussi. Donc, c'est un secteur quand même assez important, mais qui pour l'instant peine à reprendre un rythme, je dirais, de croisière. Est-ce qu'on va retrouver le même rythme qu'en 2019, avant la pandémie? Ça, rien n'est moins sûr. Mais il faut être optimiste et positif et se dire que oui, peut-être ce sera pas comme en 2019, ce sera comme en 2022, de façon un petit peu différente, mais ça se fera quand même. Donc voilà, choisir, pourquoi pas, le domaine de l'événementiel, oui, je peux que vous le conseiller, tout en sachant que voilà, c'est quand même un domaine actuellement qui est en crise. Autrement, pour avoir les compétences à avoir, je dirais, là j'ai listé quelques qualités. Être organisé, ça c'est clair. Souvent dans les cours, on a dû vous parler de checklist. Moi, je vis pas sans ma checklist. Alors des fois, c'est des checklists qui sont là et qui interviennent la nuit. Tout d'un coup, oh j'ai oublié de ça ou je pense encore à ça et qu'il faudra que je fasse avant le concours. Mais autrement, c'est vraiment d'avoir une organisation assez rigoureuse, être proactif, savoir prendre des initiatives, aller de l'avant parce que l'événementiel, il y a toujours de l'imprévu. Il faut savoir le gérer aussi, alors après ça un peu le stress. C'est clair que les journées ou les nuits avant une manifestation, je dors jamais très bien. Mais ça c'est normal. Puis après ça s'estompe et on retrouve le sommeil sans problème après l'événement. Faut pas aussi avoir peur de travailler le week-end et faire des heures sup. Et ça, je me permets de le souligner parce que quand je cherchais du renfort pour une manifestation, plusieurs personnes étaient venues se présenter, puis que je leur avais dit, voilà, vous travaillerez le week-end et le soir, mais vous en faites pas, vous pourrez rattraper vos heures et vos journées sans problème. Et j'avais eu 2 personnes qui m'avaient dit: «Ah non, alors moi je veux bien travailler dans l'événementiel, mais je veux pas travailler le week-end et le soir». Bon, faites un autre job alors, ne cherchez pas à travailler dans l'événementiel parce que c'est clair et ça a des conséquences sur votre vie de famille, c'est clair. Il faut que vos proches soient conscients de ça, sur votre vie pardon, sur votre vie sociale aussi. J'ai pas pu aller au mariage de ma meilleure amie parce que j'étais sur le Tour de Suisse. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc c'est juste des éléments à être bien conscient. Être aussi, avoir les pieds sur terre, être très très concret, très pragmatique, avoir comme ça un peu de bon sens parce que tout d'un coup il vous arrive quelque chose sur une manifestation. Ouais, tout d'un coup sur une manifestation, je crois que c'était le Tour de Romandie, il y avait un événement triste on a perdu un membre de notre comité d'organisation et on voulait tout d'un coup que montrer notre tristesse en arborant les membres du comité d'organisation un petit ruban noir. Bien évidemment, à qui est-ce qu'on demande de trouver le ruban noir et de l'organiser pour tout le comité? À la chef de presse. Allez, tu nous organises le ruban noir et autres. Donc voilà, oui, on est sur un tour cycliste. Maintenant, il faut aller trouver une mercerie où vous pouvez aller chercher un ruban. Enfin bref. Donc voilà. Donc c'est pouvoir aussi avoir ce bon sens. C'est pour ça aussi que je dirais que favoriser les stages au début un maximum. D'un stage peut déboucher un job avec un contrat. Et donc là, véritablement, en plus dans l'organisation d'événements sportifs, on va plutôt rechercher des gens pour voir s'ils sont capables de tenir le stress, de tenir ce qu'on leur demande, d'effectuer leur travail, et de bien l'effectuer. Donc c'est peut-être souvent pour ça on va pas tout de suite engager quelqu'un, mais on va d'abord le mettre à l'essai sous forme de stage, mais qui après peut déboucher sur quelque chose de plus fixe. Et puis après, moi j'ai un leitmotiv toujours, c'est l'enthousiasme. Alors je savais pas forcément comment l'illustrer, l'enthousiasme, donc j'ai pris cette photo un petit peu rigolote, mais ayez du plaisir. Moi, en tout cas, si j'ai
pas de plaisir ou si je suis pas enthousiaste dans une manifestation que je vais faire, alors oui, je vais peut-être la boule dans le ventre parce que j'espère que tout va bien se passer et que on va pas avoir trop d'imprévus, on va pas avoir de cas de crise, de communication de crise et tout. Mais autrement, si j'ai pas ce petit feu, cette petite flamme en moi, je pense que le jour où je l'ai plus, j'arrêterai de travailler dans les manifestations sportives. Donc, ayez de l'enthousiasme, ayez du plaisir à faire ce que vous faites. Ok, vous travaillez le week-end, vous travaillez le soir avec des horaires à n'en plus finir, mais bon, c'est ce que vous avez voulu, travailler dans l'événementiel. Donc, ok, c'est un peu la contrepartie à donner à l'événement, mais on en retire et on reçoit tellement, tellement plus que je crois que le jeu, pardon, en vaut la chandelle. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je réponds volontiers à vos questions, mais je crois que j'ai été, waouh, j'étais un petit peu trop, j'ai trop parlé. Excuse. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Ah, j'ai cru que ça. On a une question dans Oui. le chat de Loïc Keving qui demande comment prévenir les débordements ou alors les gérer, comme celui du journaliste photographe qui insiste et prend finalement des photos malgré le refus de l'athlète et les interdictions. Car même si cela paraît innocent, comme la cavalière souris, cela peut porter préjudice à l'événement et inciter les athlètes à boycotter l'événement. Bon, on va pas aller jusque-là. Là, en l'occurrence, ben, c'est une cavalière. Merci pour la question, hein, pardon, hein, très, très intéressante, excusez-moi. Mais je pense que je pense pas que les cavaliers vont boycotter parce qu'il y a eu ce souci. Je pense qu'en effet, peut-être que j'ai aussi mon tort parce que j'aurais dû rester vers la journaliste et le photographe pour un peu les coacher. Moi, j'étais là au début de leur contact avec Jessica, et puis après j'ai vu que tout allait bien, donc je me suis dit: «Je leur laisse faire leur travail». Il faut aussi laisser un petit peu comment dire? Un peu de liberté aux journalistes. Après là, en effet, peut-être que j'aurais dû rester et puis, comme ça, suivre un peu le photographe. Le service de sécurité, pourtant, il est très strict aux entrées des écuries. Là, ils ont, je ne sais pas s'il a passé par l'entrée principale ou je sais pas, mais d'ailleurs dans l'article ils mettent bien le journaliste, le photographe a réussi à se faufiler. On se faufile pas, on rentre par une entrée principale. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est des malins. Alors c'est vrai que moi ça me remet en question par rapport à mon job, mais par rapport aussi à la sécurité, parce que si les écuries sont fermées au public et aux médias, c'est pas pour faire plaisir aux cavaliers, c'est simplement que ben, les chevaux qui se trouvent dans ces écuries valent plusieurs millions, hein, c'est des bêtes de course, hein, c'est des Formule 1, ces chevaux. Donc vous lui donnez, vous donnez, je sais pas, une carotte qui a trempé ou qui était dans un champ avec du pavot. On sait que le pavot est pas bon pour le cheval, enfin, qui peut. Et puis tout d'un coup, le cheval est dopé. Et parce que dans l'équitation, il y a le cavalier qui est soumis à un contrôle antidopage, mais là, moins, on va dire. Moins poussé, mais autrement, les chevaux sont contrôlés aussi. Donc voilà, donc là, on a failli, c'est vrai. Maintenant, les cavaliers, eux, ils savent aussi qu'ils ont besoin des médias. Alors, vous allez me dire, ouais, ben, Jessica Springsteen, elle veut justement pas ne plus être que la fille de, mais être une cavalière à part entière. Et c'est une cavalière à part entière. Elle fait partie des meilleures cavalières Amazon actuellement sur le circuit. Mais elle sait aussi, parce qu'elle est vraiment très très gentille, très sympathique. Elle sait aussi que voilà, pour son sport qui n'est pas un sport prioritaire, ben voilà, on a besoin aussi des médias et de l'intérêt médiatique. Donc là, je dirais non, les cavaliers vont pas boycotter. Jessica ne s'est pas plainte parce qu'elle aurait pu dire, dis donc, il m'a suivi. Alors j'ai fait un sourire parce que je voulais faire bonne mine à un mauvais jeu, comme on dit. Elle n'est pas venue se plaindre pour ça, donc voilà. On va laisser passer l'incident sous cette forme-là. Mais c'est clair que ça questionne, alors bien sûr, sur et mon job et le job de la sécurité, ça c'est clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions dans le chat. On peut
prendre aussi les questions dans la salle. Moi, j'aurais une, mais comment faire? Oui, vous me posez la question, tu me poses la question, puis je la redis, Ok. pour que tout le monde m'entende. Alors, avec la pandémie, on a vu beaucoup de formats qui sont devenus digital live events. Ça veut dire en même temps live sur place, mais aussi digital. Et je me demande quel est le futur de l'événementiel sport. Est-ce que ça veut dire on fait des e-sports en même temps qu'il y a une course ou... Qu'est-ce que tu vois comme futur avec cette partie digitale? Donc, le futur, la question est le futur, l'avenir des manifestations sportives à moitié digitales, à moitié en live, en direct, avec notamment le e-sport. Bon, le e-sport existait avant la pandémie, hein, donc voilà, donc peut-être va plus se développer. Après, je pense que le sport a ça par rapport à d'autres événements peut-être culturels qui procurent des émotions qui ne peuvent pas être remplacées à travers un écran. Vous prenez les courses de ski d'Adelboden ou de Wengen, vous avez vu tout le monde qu'il y avait, alors c'était fortement critiqué, mais les organisateurs ont suivi le plan, comment dire, de restrictions sanitaires imposées par le canton de Berne, et tous les gens qui étaient dehors, alors sans masque, mais ils étaient dehors, avaient tous un pass vaccinal. Mais la ferveur, et vous pouvez demander aux skieurs qui arrivaient dans l'aire d'arrivée, c'était juste génial pour eux d'avoir tout d'un coup le public, des hurrahs, des applaudissements. Vous prenez Kitzbühel qui avait lieu une semaine après en Autriche où c'était beaucoup plus strict. Alors bon, heureusement, on a eu une victoire suisse, donc du côté suisse, on n'a pas trop regardé, mais c'était assez tristoun quoi dans l'aire d'arrivée. Donc moi, je pense que le sport suscite de telles émotions. Regardez aussi dans un stade de foot, dans une patinoire avec le hockey, le tennis à l'Open d'Australie, cette finale qu'on a vécue, ça mourra jamais pour moi. Parce qu'il y a cette passion qui ne peut se vivre qu'en live vraiment, et que par écran interposé. Alors oui, il y aura des nouveaux sports qui, comme vous disiez avant, le e-sport qui peuvent avoir lieu, qui peuvent avoir cours, mais là, ça ne remplacera jamais les gros événements sportifs. On regardera ce que le Qatar avec la Coupe du Monde de foot en novembre-décembre prochain fera. Est-ce que les gens vont se déplacer? Mais ça, c'est peut-être pas forcément lié à la pandémie, mais plus un aspect politique. Mais à voir, parce qu'on n'a jamais assisté jusqu'à maintenant à une Coupe du Monde de foot sans public et sans ferveur. Ça fait partie du tout. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec les Vuvuzuela, qui faisaient un bruit pas possible, presque agaçant à la fin. Ça faisait partie du show, ça faisait partie de la manifestation. Il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Dubois? Oui, vous avez parlé à maintes reprises des journalistes, comment vous gérez, comment on s'en occupe, et à aucun moment des influenceurs. Comment aujourd'hui vous arrivez à gérer ces deux populations qui finalement, en général, je dirais, cohabitent assez difficilement, éventuellement, se remplacent mutuellement? Comment vous gérez ça? Alors, on les intègre complètement dans le fichier média d'une manifestation. Les influenceurs sont intégrés. Mais après, voilà, il y a certains influenceurs, il faut bien qu'ils vivent et donc ils doivent se faire payer. Et donc, ils ne peuvent plus à un certain moment être considérés comme des médias. Je prends exemple du concours hippique où, comme je vous ai dit, la communauté sur les réseaux sociaux est assez importante en équitation, et on a une influenceuse française qui, en 2019, a souhaité venir en tant que journaliste. Mais elle souhaitait venir avec sa maman, son frère, sa grand-mère et tout ça, et puis être invitée un peu à droite à gauche. Et moi, je lui ai dit, mais non, en tant que journaliste, vous venez seule déjà, et puis vous avez accès au passe-droit que les journalistes ont, c'est-à-dire la salle de presse, le contact avec les cavaliers, et puis ça s'arrête là. Et puis pour finir, elle n'est pas venue. Et puis après, on s'est dit, bon, ben, peut-être que ce serait bien qu'elle vienne quand même, parce qu'elle nous ouvre à un nouveau public qu'on ne peut plus mettre de côté. Et cette fois-ci, alors là, on l'a défrayée.
on l'a payée. Elle est venue, elle a fait des séances de dédicaces et ces séances de dédicaces ont été suivies. Il y avait des files d'attente dans les couloirs de Palexpo. Moi, je ne revenais pas. Je sais, mais c'est pas possible. Mais c'est voilà. Et toutes les personnes qui voulaient avoir un autographe de cette influenceuse, ben c'est des très jeunes filles. Il faut savoir que l'équitation est très suivie par les filles jusqu'à voilà, je veux dire jusqu'à 20 ans comme ça. Mais les 14-16 ans, alors c'est waouh, 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 les influenceuses. Et puis alors se faire prendre en selfie avec. Voilà. Et alors, c'est clair que ça, on les accepte, on les accueille, mais c'est plus du travail de journalisme. Parce que moi, les journalistes, je les paye pas pour qu'ils écrivent des papiers, pour qu'ils viennent. Ils viennent s'ils sont intéressés. S'ils sont intéressés. Alors après, cette bonne guerre, on peut me demander de mettre une publicité dans un magazine particulier. Ok, ben ça, je laisse la personne qui s'occupe de la publicité gérer cette stratégie-là. Et donc, ces influenceuses ou influenceurs qui ont des frais, qu'on paye, pour moi, c'est plus considéré comme des journalistes. Mais c'est clair que maintenant, on les intègre, bien évidemment. Alors ça prête à sourire, mais après on se dit, ben voilà, toutes ces jeunes filles qui se sont fait prendre en selfie, vont montrer à leurs parents, à leur grand-mère et tout ça, et puis ben, c'est peut-être du public, c'est le public de demain aussi, hein, peut-être, donc on peut pas l'occulter. Peut-être une question qui vient d'arriver dans le chat de Nicolas Zazali, qu'on salue. Pour faire suite à la question des événements digitaux, est-ce que les conférences de presse au format digital sont une bonne idée afin de toucher plus de médias différents, ou est-ce que cela dessert les outputs dans la presse? Alors, c'est clair que le journaliste va pas apprécier de savoir qu'en même temps, la conférence de presse est diffusée sur les réseaux sociaux. Alors ce qu'on fait, parce que ben, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est que la partie, on va dire, officielle, où il y a un message qui est transmis, le message des organisateurs avec le ou les sportifs présents, ça on laisse en live sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi aussi une façon de transmettre nos messages sur les réseaux sociaux. Et au moment où on passe à la deuxième partie de la conférence de presse, c'est-à-dire aux questions des journalistes, on arrête le live. Et comme ça, les gens qui sont sur les réseaux sociaux n'entendent pas les questions. Et en général, le journaliste, ben voilà, il va poser ses questions et il pourra, des réponses qu'il obtiendra, il pourra faire le papier pour le lendemain dans son journal ou dans son média. Et ce sera peut-être quand même nouveau par rapport à comment dire, à ce qui a été dit pendant la conférence de presse. Alors oui, ça se fait. Perso, mais peut-être que je suis de la vieille école, je sais pas, je dois peut-être évoluer, mais je suis pas forcément pour. Enfin, c'est-à-dire que je saute pas de joie. Je le fais, mais je saute pas de joie de savoir que voilà, la conférence de presse est diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que avant tout, comme son nom l'indique, une conférence de presse est destinée aux médias, est destinée aux journalistes. Mais ça se pratique. Alors, tout à fait. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions dans le chat. Il faut s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci.